Pourquoi les agriculteurs japonais cultivent-ils des légumes 3 fois plus vite que vous? Bonjour les amis. Si vous êtes nouveau ici, cet endroit est pour les personnes qui aiment les plantes, mais se sentent parfois un peu fatiguées, confuses ou même frustrées par elles. Permettez-moi de vous demander quelque chose honnêtement. Aimez-vous cultiver des plantes, mais avez-vous l'impression que cela demande trop d'efforts pour trop peu de récompenses? Cultivez-vous en intérieur, sur un rebord de fenêtre, sur un petit balcon ou dans un jardin arrière, et vous demandez-vous toujours pourquoi vos plantes poussent lentement, peinent ou attirent les parasites, peu importe vos efforts. Êtes-vous quelqu'un qui veut un sol sain, des plantes robustes et des résultats à long terme? Pas des solutions rapides qui ne durent qu'une saison. Si cela vous ressemble, cette vidéo est exactement pour vous. Après de nombreuses années passées à travailler avec des jardins, de petites feuilles fermes et des sols vivants, j'ai appris quelque chose que la plupart des débutants et même des jardiniers expérimentés n'entendent jamais dire. Le problème est rarement votre effort. Le problème est le système. Aujourd'hui, je veux vous montrer pourquoi certains cultivateurs, en particulier au Japon, peuvent récolter des légumes 3 fois plus vite sur la même surface avec moins de travail. Et non, il ne s'agit pas d'outils coûteux ou d'engrais secrets. Il s'agit de la façon dont ils conçoivent les relations entre les plantes, le sol et le temps. À la fin de cette vidéo, vous commencerez à voir votre jardin différemment. Non pas comme quelque chose à gérer et à combattre, mais comme quelque chose qui peut se soutenir lui-même. Si vous aimez un jardinage réfléchi et pratique, qui procure calme, naturel et une profonde satisfaction, assurez-vous de rester avec nous et de grandir ici. Avant de parler de ce que les cultivateurs japonais font correctement, nous devons ralentir et examiner honnêtement ce que la plupart d'entre nous ont appris à faire de travers. Dans de nombreux jardins modernes, surtout dans les petits espaces domestiques, nous traitons les plantes comme des objets. Une tomate ici, une rangée de laitue là, de la terre nue entre les deux. Tout est soigneusement séparé, contrôlé et mesuré. En surface, cela semble organisé, mais en dessous, quelque chose ne va pas du tout. Cette façon de jardiner provient d'une mentalité d'usine. Nous croyons que si nous ajoutons les bons intrants, eau, engrais, produits antiparasitaires, nous devrions obtenir des résultats prévisibles, des feuillets plus grandes, une croissance plus rapide, une meilleure récolte. Mais un jardin n'est pas une machine. Il ne traite pas les instructions. Il réagit aux relations. Lorsque vous plantez une seule culture de manière isolée, ces plantes se font concurrence pour les mêmes nutriments, à la même profondeur de sol et au même moment. Le sol entre elles reste exposé, stressé et vide. Et la nature déteste le vide. C'est pourquoi les mauvaises herbes s'y précipitent. C'est pourquoi les parasites trouvent vos plantes si facilement. Vous finissez par travailler plus dur, non pas parce que vous en faites trop peu, mais parce que le système travaille contre vous. Au fil des ans, j'ai vu des jardiniers se blâmer. Ils pensent qu'ils sont mauvais en jardinage. Ils pensent qu'il leur manque du talent ou de la discipline. Mais la vérité est plus simple et plus bienveillante que cela. Et si vos plantes n'avaient jamais été destinées à vivre seules, et si elles n'étaient pas des concurrentes, mais des partenaires, cette question change tout. Et une fois que vous la posez, la façon dont les cultivateurs japonais conçoivent leur jardin prend soudainement beaucoup plus de sens. Une fois que vous abandonnez l'idée que les plantes doivent vivre seules, une image très différente commence à apparaître. C'est là que les cultivateurs japonais prennent discrètement de l'avance en rapprochant de les plantes, plutôt qu'en les éloignant. Dans la nature, aucun écosystème sain ne pousse de manière isolée. Traversez une forêt et vous verrez des dizaines d'espèces partageant la même petite parcelle de terre. Les racines se chevauchent, les feuilles se touchent, les parfums se mélangent dans l'air, et d'une manière ou d'une autre, au lieu du chaos,
tout pousse avec force et équilibre. Ce n'est pas un accident, c'est de la coopération. Les agriculteurs japonais conçoivent leur jardin de la même manière. Ils ne cultivent pas des plantes individuelles, ils cultivent des communautés. Lorsque différentes plantes partagent l'espace, elles partagent aussi le moment, l'énergie et la protection. Une plante ombre le sol, une autre l'ameublit, une autre envoie des signaux par ses racines. La croissance s'accélère, non par la force, mais par la connexion. J'ai vu cela se produire dans mes propres jardins année après année. Lorsque les plantes poussent pas proches, elles mûrissent plus vite, subissent moins de stress et récupèrent plus facilement. Le sol reste plus frais, l'humidité dure plus longtemps, et quelque chose de subtil mais puissant se produit sous la surface. La vie commence à s'organiser. De nombreux jardiniers amateurs craignent que des plantations rapprochées n'entraînent une compétition, mais en réalité, une proximité intelligente la réduit. Différentes plantes utilisent différentes profondeurs de sol, différents nutriments et différents rythmes. Au lieu de se battre pour le même espace, elles se partagent le travail naturellement. C'est le premier véritable passage du jardinage comme contrôle au jardinage comme conception. Quand les plantes sont autorisées à socialiser, le jardin cesse de sembler fragile. Il commence à se sentir vivant. Et une fois cette base établie, la coopération devient visible de manière impossible à ignorer. Quand les gens me demandent un exemple qui explique parfaitement le jardinage coopératif, je reviens toujours au même système. Non pas parce que c'est à la mode, mais parce que cela fonctionne à chaque fois lorsque c'est fait avec intention. C'est ce qu'on appelle les 3 sœurs. À première vue, cela semble simple. Maïs, haricots et courge poussant ensemble dans un espace partagé. Mais une fois que vous comprenez ce qui se passe, vous réalisez que ce n'est pas juste de la plantation. C'est de la chorégraphie. Le maïs s'élève droit et fort, cherchant la lumière. Il ne pousse pas seulement pour lui-même. Il devient une structure. Les haricots suivent, grimpant naturellement, s'enroulant délicatement autour du maïs au lieu de réclamer un trellis en bois ou une armature métallique. En poussant, ils extraient discrètement l'azote de l'air et le restituent au sol, nourrissant tout ce qui les entoure. Ensuite, la courge s'étale bas et large, couvrant le sol comme une couverture vivante. Ses grandes feuilles ombrent le sol, retiennent l'humidité, suppriment les mauvaises herbes et protègent la vie délicate, en dessous de la chaleur et de l'érosion. Rien n'est gaspillé, rien n'est forcé. Chaque plante exprime pleinement sa nature et, ce faisant, soutient les autres. J'ai vu des jardiniers lutter pendant des années à construire des supports, à acheter des engrais, à combattre les mauvaises herbes, pour être ensuite stupéfaits de voir ce système surpasser tout cela avec moins d'efforts. C'est la leçon ici. Vous n'ajoutez pas de travail supplémentaire. Vous supprimez le travail inutile en concevant des relations plus intelligentes. Une fois que vous voyez à quel point une véritable coopération peut être puissante en surface, votre curiosité se tourne naturellement vers le bas. Car la véritable accélération, celle qui triple la croissance, ne se produit pas là où nous pouvons la voir. Elle se produit sous nos pieds. Une fois que vous comprenez la coopération au-dessus du sol, il devient impossible d'ignorer ce qui se passe en dessous. C'est là que la plupart des jardiniers perdent du temps sans s'en rendre compte. Car le véritable moteur de la croissance est invisible. Un sol sain n'est pas de la terre. C'est un réseau vivant. Lorsque vous cultivez différentes plantes ensemble, leurs racines atteignent différentes couches du sol. Les racines superficielles explorent la surface. Les racines moyennes s'étendent et stabilisent. Les racines profondes extraient les minéraux bien en dessous. Chaque couche nourrit une communauté différente de microbes et de champignons.
et ces communautés se parlent constamment. Avec le temps, cela crée ce que j'aime appeler une super autoroute souterraine. Des filaments fongiques relient les plantes entre elles, transportant nutriments, eau et signaux à travers le lit de culture. Une plante de haricots fixant l'azote ne garde pas tout pour elle. Grâce à ces réseaux, cette nutrition devient disponible pour les racines voisines. Les minéraux extraits des sols profonds ne restent pas enfermés. Ils sont échangés et partagés. J'ai travaillé avec des sols qui semblaient épuisés en surface, mais qui se sont animés une fois la diversité introduite. Les plantes ont commencé à pousser plus vite, non pas parce que j'ai ajouté plus d'engrais, mais parce que le sol avait enfin une raison de s'organiser. La vie répond à la complexité. C'est pourquoi les engrais en sac ne pourront jamais rivaliser avec un sol vivant. Ils nourrissent les plantes brièvement, puis disparaissent. Un sol vivant nourrit continuellement, s'adaptant à chaque saison, chaque plantation, chaque récolte. Et une fois que le sol est vivant et connecté, quelque chose de remarquable se produit. Le jardin commence à se défendre silencieusement, efficacement, sans intervention humaine constante. S'il y a une chose qui fait abandonner le jardinage aux gens, ce sont les parasites. L'inspection sans fin des feuilles, les pulvérisations, le sentiment que quoi que vous fassiez, quelque chose mange toujours vos plantes avant vous. Mais voici ce que des années de jardinage m'ont appris. La plupart des problèmes de parasites ne sont pas des problèmes d'invasion, ce sont des problèmes de conception. Dans un jardin en monoculture, une seule culture émet une odeur forte et claire. Pour les insectes, c'est une invitation ouverte. Une rangée droite de tomates ne leur semble pas nette. Ça sent comme un buffet. Les parasites n'ont pas à chercher. Ils suivent simplement le signal. Les jardins à la japonaise perturbent complètement ce signal. En entourant les cultures de plantes aromatiques comme le basilic, les oignons et les œillets d'Inde, le paysage olfactif devient complexe et déroutant. Les parasites ont du mal à localiser leur cible et s'en vont souvent sans jamais s'installer. Mais le système va plus loin. Lorsque vous maintenez une couverture végétale continue et de la diversité, vous créez un foyer permanent pour les insectes bénéfiques. Les coccinelles, chrysopes et autres prédateurs ne font pas que passer. Ils restent. Ils deviennent des agents actifs, travaillant en votre nom jour et nuit. J'ai vu des jardins passer de dommages constants à un équilibre tranquille sans aucune pulvérisation. Non pas parce que les parasites ont disparu, mais parce que le système a cessé de les favoriser. Lorsque vous concevez une défense, au lieu de réagir à une attaque, le jardin devient plus calme. Et ce calme crée de l'espace pour le dernier avantage que les cultivateurs japonais utilisent si bien, un avantage qui multiplie le rendement sans nécessiter plus de terre. Une fois que les parasites ne dominent plus votre attention, vous commencez à remarquer autre chose, l'espace, ou plus précisément la quantité d'espace inutilisé. La plupart des jardins domestiques sont conçus à plat. Tout est en compétition sur le même plan horizontal. Et même si la nature a toujours poussé vers le haut et vers le bas simultanément, les cultivateurs japonais pensent différemment. Ils voient le jardin comme un système tridimensionnel. L'empilement vertical est l'art de laisser chaque plante occuper sa propre couche de lumière et d'air. Les cultures hautes s'élèvent en premier, créant une structure. Les plantes grimpantes suivent, utilisant cette structure au lieu de réclamer des matériaux supplémentaires. Les plantes de hauteur sur moyenne remplissent les espaces ouverts, tandis que les plantes basses et les couvre-sols protègent le sol en dessous. J'ai vu un seul petit lit de culture produire ce que 5 lits séparés avaient du mal à réaliser, simplement parce que chaque couche faisait quelque chose d'utile. Aucune plante ne gaspillait d'énergie. Aucun espace n'était inactif. Cette approche est particulièrement puissante pour les personnes cultivant dans de petits espaces, des conteneurs, des balcons
ou des arrière-cours compacts. Vous n'avez pas besoin de plus de terre. Vous avez besoin de meilleures relations entre la hauteur, le moment et la fonction. Lorsque les plantes sont empilées au lieu d'être espacées, elles cessent de rivaliser pour la lumière et commencent à la partager. La croissance devient plus rapide, plus dense et plus résiliente. Et une fois que vous avez appris à empiler l'espace, la dernière leçon complète le cycle. Comment nourrir le système sans jamais l'épuiser. Après toutes ces années passées à travailler avec des jardins et la terre, je peux vous dire ceci avec confiance. La plupart des problèmes de fertilité sont créés par la façon dont nous enlevons les choses, et non par ce que nous ne parvenons pas à ajouter. De nombreux jardiniers terminent une récolte et nettoient immédiatement tout. Les plantes épuisées sont arrachées, emportées vers l'état de compost ou jetées entièrement. Puis, des semaines plus tard, des nutriments sont achetés et ramenés en sac. Cela semble productif, mais cela brise discrètement le cycle naturel. Les cultivateurs japonais abordent cela différemment. Lorsqu'une plante a terminé son rôle, ils ne retirent pas sa valeur du système. Ils la coupent et la déposent là où elle a poussé. Cet acte simple change tout. Les feuilles, tiges et racines commencent à se décomposer à la surface du sol, nourrissant microbes et champignons exactement là où ils sont nécessaires. Les nutriments que la plante a accumulés tout au long de sa vie ne quittent pas le jardin. Ils restent, retournant lentement au sol et devenant disponibles pour la prochaine génération de cultures. J'ai vu le sol se transformer au fil des saisons en utilisant cette méthode. Chaque cycle devient plus riche que le précédent. Le sol reste couvert, l'humidité est retenue, et la vie n'a jamais à repartir de zéro. Il ne s'agit pas d'être désordonné. Il s'agit d'être efficace au sens le plus profond. Vous récoltez de la nourriture tout en construisant la fertilité. Pas d'exportation, pas de déficit, juste de la continuité. Et quand toutes ces pièces s'assemblent, coopération, sol vivant, défense naturelle, espace vertical et fertilité en boucle fermée. Vous comprenez enfin pourquoi certains jardins semblent pousser sans effort. Ils n'ont jamais été gérés. Ils ont été conçus. Maintenant, vous savez pourquoi certains jardins poussent plus vite, plus fort et avec beaucoup moins d'efforts. Ce n'est pas parce que les cultivateurs travaillent en plus dur. C'est parce qu'ils ont cessé de combattre la nature et ont commencé à l'écouter. Lorsque vous prenez du recul et examinez tout ce que nous avons exploré, un schéma clair émerge. Les plantes prospèrent lorsqu'elles sont connectées. Le sol devient puissant lorsqu'il est vivant. Les parasites s'estompent lorsque l'équilibre remplace le contrôle. L'espace se multiplie lorsque nous pensons verticalement et non horizontalement. Et la fertilité devient abondante lorsque rien de précieux ne quitte le système. Cette approche n'est pas réservée aux grandes fermes au Japon. Elle fonctionne tout aussi bien sur un balcon, dans une plate-bande surélevée, ou dans un seul conteneur près d'une fenêtre ensoleillée. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez petit. Combinez les plantes au lieu de les séparer. Laissez le sol couvert. Laissez une saison nourrir la suivante. Avec le temps, vous remarquerez quelque chose de subtil, mais profondément satisfaisant. Le jardin commence à se sentir plus calme. La croissance semble plus naturelle, et vous passerez moins de temps à résoudre des problèmes et plus de temps à apprécier le processus. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous essayé la plantation en compagnonnage, le chop and drop, ou la culture en couche? Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui vous a surpris? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, afin que nous puissions tous apprendre ensemble. Continuez à cultiver en douceur et laissez la terre vous enchanter. Si cette histoire a changé la façon dont vous voyez la vie qui pousse dans votre jardin,
veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous mettons à jour la sagesse qui a été négligée trop longtemps. Cultivons un avenir meilleur ensemble. Le prochain trésor de connaissances sera révélé très bientôt.